Coucou mes petits bricoleurs, ici Nyx, la cosplayeuse à trois pattes, et on se retrouve pour un update lecture du mois d'août. Alors ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup lu, donc la vidéo va être assez longue, mais je vais organiser par section normalement pour que vous puissiez regarder les sections qui vous intéressent vraiment en priorité. Donc je ne vais pas faire attendre plus que ça parce que ça va durer un peu, et on va donc commencer par les romans. Alors là, c'est la dernière lecture que j'ai faite. C'est The Wolf and His King de Finn Longman. Alors voilà, le jaspage est magnifique. L'objet livre en soi est très beau. C'est aux éditions Corrigan. Alors, de quoi ça parle? On est dans un monde un peu médiéval, retravaillé. C'est pas pour les fans d'histoire, de romances historiques ou autres. Ne vous attendez pas à quelque chose de purement historique. Ça se passe dans le monde médiéval, certes, c'est tout. On suit, alors, les prénoms comme toujours, Bisclavret. Et là, en plus, c'est bien pour le retenir. Bisclavret, qui est un noble un peu qui est déshérité par un concours de circonstances, somme toute assez idiot. C'est-à-dire qu'il est né un mois après que son père soit décédé, et du coup, ses terres n'ont pas été léguées à son descendant puisqu'il n'était pas encore en vie. Depuis, il vit en exil sur les terres de sa mère, et il est atteint d'une malédiction. Il se transforme en loup de manière irrégulière. Quand il le fait, il ne se souvient pas vraiment de ce qu'il fait, et il a une peur bleue d'un jour se retrouver coincé en loup, sachant que ces transformations sont de plus en plus régulières. On suit aussi le roi, qui vient tout juste d'être nommé. Au tout début du roman, le roi actuel meurt, et donc son fils, qui avait été envoyé dans un autre royaume pour étudier, est rappelé pour être couronné. À cette occasion, tous les seigneurs des environs doivent venir pour lui prêter allégeance, notamment Bisclavret. Oh, le prénom, quelle horreur. Évidemment, au début, il veut pas trop y aller parce qu'il se dit, si je me transforme là-bas, qu'est-ce qui se passe et tout. Son cousin le motive, il lui dit, oui, mais si tu y vas, tu pourras peut-être récupérer les terres de ton père. Donc Bisclavret se dit, ok, j'y vais, et je vais essayer de récupérer les terres de mon père pour notamment faire en sorte que le cousin puisse devenir mon chevalier. Et lorsqu'il se présente au roi, le roi ressent une sorte d'attirance. Bon, c'est très sous-entendu tout au long que c'est une attirance qui est un peu obsessionnelle, mais c'est pas non plus maladif. Bon, c'est dans l'époque moyenâgeuse, donc on s'attend à un MM, mais dans cet univers-là, ça paraît un peu compliqué. Donc voilà, grosso modo l'histoire. Bisclavret va récupérer les terres de son père. Le roi veut essayer de garder Bisclavret un peu proche de lui parce que il aime bien. Sauf que Bisclavret, il veut repartir chez lui au cas où si le loup se pointe à nouveau, tout en respectant des codes de la cour. C'est-à-dire qu'il va se marier sans forcément informer sa femme de sa condition, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis après, il va s'en suivre des péripéties, notamment à la fin du roman, qui est le tome 1, donc il y aura une suite. Mais la fin est un peu attendue, pour le coup, parce qu'elle est sous-entendue tout du long. Ce que j'en ai pensé, en fait, je suis assez mitigée. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même n'est pas mauvaise, mais il y a un effet de style qui m'a vraiment perdue. C'est-à-dire qu'on alterne les points de vue à chaque chapitre, et on a 3 points de vue. On a le point de vue du loup qui, lui, est, mettons-le de côté, il est très, très peu présent. On le retrouve surtout quand son état empire, c'est-à-dire quand il se transforme de plus en plus, on voit de plus en plus le loup dans les pages. Mais
ces parties à lui sont très courtes, elles font une ou deux pages grand maximum. C'est écrit en prose des fois, il y a des rimes ou des petits paragraphes qui sont très courts. Attendez, je peux vous en trouver un passage, hein. Je pense qu'on en a au tout début pour pas vous spoil non plus. Touc, 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 touc. Bon, j'en ai pas trouvé. Par contre, c'est un peu dans ce style, les passages d'Hugo. Donc ça, en soi, ça va. Les passages de Bisclaveret sont aussi assez bien. Ils sont écrits dans un style assez classique. C'est à la troisième personne, donc c'est I. Bisclaveret fait ci, il fait ça. Par contre, ce qui m'a totalement perdu, c'est les chapitres du roi. Parce que là, c'est du tutoiement. C'est-à-dire que l'auteur te parle comme si c'était toi le roi. Et ça me gêne un peu parce que en soi, s'identifier à des personnages, on le fait tous. Il y a des personnages qu'on préfère, des personnages qu'on aime moins. Même les personnages qu'on aime moins, des fois on peut voir, on peut ressentir des choses par rapport à eux. Mais ça reste un personnage que tu t'identifies ou non à lui. C'est-à-dire un personnage de fiction qui existe dans un univers que tu peux apprécier, que tu peux rêver de rejoindre si tu veux, mais un personnage de fiction quand même. Et là, le fait que ce soit du tutoiement, c'est comme si on t'imposait d'être quelqu'un. On t'impose de t'identifier à un personnage. Et ça m'a un peu gênée. Surtout que les passages du roi, enfin, c'est peut-être à cause de ce style justement, mais c'est ceux que j'ai le moins préféré, les passages du roi. Donc en plus, rajouter à ça l'idée qu'il faut qu'on s'identifie à lui, qu'on ressente les mêmes émotions de lui, qu'on fasse des actions que lui fait. Il y a plein de moments où je voyais où il y avait écrit tu fais ci, tu fais ça. Bah non, enfin, si c'était moi, j'aurais pas fait ça. Donc ça m'a un peu perdu, j'avoue. Mais en soi, pour les personnes qui aiment les livres dont vous êtes le héros, qui aiment même des fanfictions où tu incarnes directement un personnage, ça peut être plaisant. Mais personnellement, c'est pas trop le genre que j'apprécie. Et j'aurais vraiment préféré que ce soit à la troisième personne tout du long. Parce que l'histoire en elle-même est plutôt bonne, mais vraiment cet effet de style m'a assez perdu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour The Wolf and His King de Finn Longman. Oui, Longman. Je m'excuse si j'écorche les noms des auteurs. Déjà, je me souviens du nom des auteurs, ce qui était pas mal. On passe à la suite. On a Fifty Rich Faye de Genevali aux éditions Hugo Roman. Alors, déjà, en tant que livre, certes, il n'y a pas de jaspage, mais je trouve que la couverture est très belle, avec un côté très floral, un peu sombre aussi, qui correspond très bien au livre en lui-même. Alors, certes, la couverture, il ne faut pas s'y fier, hein, mais une jolie couverture, moi je trouve que ça fait toujours plaisir et que quand ça représente bien l'intérieur, c'est vraiment appréciable pour les lecteurs. Alors, de quoi ça parle? On suit Kate Holloway. Oh, je me suis rappelé d'un prénom, incroyable. Qui est infirmière dans un hôpital à la Nouvelle-Orléans. Il faut savoir que dans cette Nouvelle-Orléans-là, il y a beaucoup de mafias, notamment une mafia dirigée par Lachlan Gage. On va dire Gage, c'est plus simple. Qui, grosso modo, a la main mise sur toutes les grandes institutions de la ville, notamment l'hôpital où elle travaille. Donc, dès les premiers chapitres, il est sous-entendu que dans la ville, actuellement, il y a beaucoup de drogues qui circulent, qui provoquent beaucoup de dégâts, d'overdoses, que ça dégénère, quoi. Et que c'est en partie à cause de ce monsieur Gage. Et une nuit, alors qu'elle est en train de faire sa garde, il y a plusieurs blessés par balle qui arrivent. Et parmi ces blessés par balle, il y a son frère,
adoptif, mais son frère quand même. Et elle comprend en fait que cette fusillade est liée à Gage et que son frère a contracté une dette auprès de lui. Et elle décide alors d'aller voir Gage pour échanger sa vie contre celle de son frère, c'est-à-dire pour payer sa dette à sa place. Mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que la dette soit si forte. C'est-à-dire que Gage lui dit « Ok, mais en échange, je veux ton âme. » Et donc elle, c'est chelou, mais elle dit d'accord. Et ce que ça implique réellement, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, elle devra passer toutes ses nuits aux côtés de la Clan Gage. Et pour conclure cet accord, il emmène dans son monde, qui est un monde faé. Après, s'ensuit plein de péripéties. Évidemment, il se tourne autour, un peu plus sérieusement vers la fin. C'est très appréciable. Ce que moi, j'en ai pensé, j'ai adoré. Honnêtement, je ne m'attendais pas à aimer autant parce que j'en avais parlé avec des gens qui me l'avaient vendu comme une romance mafia avec un peu de fantaisie. Ce qui, en soi, moi, la fantaisie, j'adore, mais la mafia, c'est pas trop mon truc. Ça peut m'arriver, mais c'est assez rare. Mais pas du tout. C'est totalement l'inverse. La mafia, il y en a un tout petit peu au début, et après, c'est que du faé. Et du bon faé, en plus. Parce que, bon, les faé, ça fait un moment que c'est un style répandu. Donc, on retrouve souvent les mêmes tropes qui se répètent, et parfois, ça peut être redondant et tu te dis oh encore. Là, certes, il y a des tropes qui reviennent, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Ah, l'autrice, elle a une plume. Si t'as pas envie de lâcher le bouquin, t'as envie de voir la suite, même si tu connais la suite. C'est-à-dire que oui, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment. Et ça, tu veux le savoir. En plus, les personnages sont très bien écrits. L'héroïne est oh, il y a des fois, tu as envie un peu de la secouer, mais au vu de la situation, tu comprends pourquoi. C'est-à-dire, c'est pas comme il y a des héroïnes pour donner ce côté féministe, elles écoutent pas. C'est-à-dire, elles écoutent pas, elles font n'importe quoi, tu as envie de les secouer et tu te dis, mm, mais en fait, c'est tellement caricaturé que ça n'a plus d'impact. Alors que là, c'est en lien avec sa situation, en lien avec ce qu'elle a vécu. Il y a des moments où elle est méfiante, c'est normal qu'elle soit méfiante. C'est poussé un peu, mais c'est normal que ce soit poussé. Toi, tu as envie de la secouer parce que tu as envie que ça avance. Mais tu comprends. Et lui, oh, qu'est-ce qui est bien. Il pourrait être un peu moins mystérieux. Mais qu'est-ce qui est bien. Et il vient s'ajouter à ma liste de crushs fictifs. Mais honnêtement, j'ai déjà trouvé la suite sur Vinted que je me suis achetée et que je vais dévorer dès qu'elle va arriver parce que c'était vraiment génial. Je vous recommande de lire Ficti Rich Fire. C'était vraiment top. Ensuite, le dernier tome des runes de Ténébrae de Anna Briac en auto-édition. Alors celui-ci s'appelle Aube de Feu. Il est magnifique. Mais en même temps, les livres de Anna Briac ont toujours des couvertures très impactantes comme ça, qui sont très, très belles et en lien toujours avec ce qu'il y a dedans. Alors, c'est la fin de la série. C'est aussi la fin dans cet univers de Ténébrae que moi j'adore. J'adore cet univers. Après, l'autrice a sous-entendu que peut-être à un moment donné, elle l'utiliserait à nouveau parce qu'elle aussi aime beaucoup. Il faut dire que c'est sa deuxième série dans l'univers. Et j'aimerais bien qu'elle refasse des trucs dedans, mais tous les enjeux présents dans la première et la deuxième série ont été résolus. Donc il faudrait à nouveau retrouver autre chose. De quoi ça parle? Bon, pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, essayez de passer, ça va spoiler un peu. On suit toujours, j'ai bouffé son nom, et en plus comme c'est le 3e tome, il n'est pas écrit. Ça doit être écrit quelque part au début, il me semble. Ah oui, quelque chose de très bien avec cette autrice,
c'est qu'elle fait des petits résumés. Des que s'est-il passé? Et elle liste les personnages. Et ça, c'est cool pour moi qui n'arrive pas à me souvenir des prénoms. Donc on suit Giska, qui est une sorcière, qui est une tisseuse plus particulièrement. C'est-à-dire qu'elle utilise une magie particulière qui lui permet de tisser des liens avec d'autres personnes pour échanger de l'énergie. Cette énergie, après, elle peut la manifester, notamment avec son truc, c'est les éclairs. Donc on suit Giska qui vient de se faire capturer par Valen, qui est un déchu qui a passé un accord avec un méchant, mais pas vraiment méchant. Et il n'y a pas d'autre choix que d'obéir, c'est comme ça, sinon capoute. Et à côté de ça, il y a Kern, qui est grosso modo un vampire. Enfin, on dit Nichan, mais c'est grosso modo un vampire. Et Thorn, qui est un loup-garou, qui essaye de retrouver donc Iska, qui est leur âme sœur. Oh, que d'émotions dans ce livre! En même temps, elle aime bien nous torturer, Anna Briac. Elle aime bien. C'est son kiff. Et puis elle le dit, hein, elle ne s'en cache pas. C'est-à-dire que dans les pages de fin, dans les remerciements, il y a souvent un petit mot pour dire « Vous avez souffert à cet endroit. C'était voulu. J'ai souffert. Et j'ai aimé. Oh, qu'est-ce que c'était bien !» Évidemment, assez rapidement, tout le monde se rejoint parce qu'il faut que ça évolue. Finalement, Valen, il y a une petite attirance aussi avec Riska qui était déjà sous-entendue dans les tomes précédents, enfin plus que sous-entendue d'ailleurs, mais qui ne pouvait pas avoir lieu parce que ils étaient dans des camps opposés. Et là, ils se retrouvent à être dans le même camp parce que tout le monde veut buter la moissonneuse, qui est un gros monstre qui réveille des trucs antiques. Mais en fait, elle a, grosso modo, c'est Thanos, mais en fantasy. Enfin, c'est un peu de la fantasy MCU. Bon, bref. C'est-à-dire que elle trouve que le monde actuel n'est plus sain, qu'il y a trop de conflits. Et donc, son but, c'est de tout raser pour reconstruire. Certes, c'est une manière de voir les choses. Et Iska, elle dit non, 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 moi je peux arranger la situation. On peut tous arranger la situation. Ne nous tue pas. Donc ça marche au tome 2, étonnamment. Au tome 3, c'est un peu plus compliqué. Au début, elle dit, la moissonneuse accepte le marché, on va dire qu'elle accepte de regarder comment ça se passe. Dans le même temps, elle continue quand même à détruire. Moins, mais elle détruit quand même. Et du coup, Yiska et ses compagnons vont essayer de l'arrêter. Il y a aussi le problème sur les d'échou. Échoue. Moi, je dis échoue. Peut-être que ça ne se dit pas comme ça. Où il y a celle qui est appelée l'ancienne, qui au final est une connasse. Hein. Après, on s'en doute un peu. Mais là, c'est bien violent. C'est vraiment, on t'ouvre les yeux en grand sur tout ce qu'elle a fait d'abominable. Donc voilà, tous les enjeux petit à petit vont se résoudre. Il y a des moments où les personnages sont pas bien, où il y a des conflits, où ils se frôlent la mort plusieurs fois. Anna Briac, arrête de faire ça dans tes romans. Et à la fin, happy end, tout le monde y est content, tout le monde y est gentil. C'est bien. Vraiment, merci. Merci d'avoir créé cet univers que j'ai adoré de A à Z. Ces personnages auxquels je me suis attachée. C'est vraiment une super série. Si vous avez l'occasion, foncez la lire. C'est génial. Ensuite, toujours dans les romans, Pétales de papier de, alors, que je n'écorche pas le nom, Iria G. Parente et CN M. Pasquale. Des noms très simples. Donc, hop. À nouveau, on a un joli objet livre. De quoi ça parle? On suit une héroïne, à nouveau il n'y a pas les prénoms, Dani. Et lui, j'ai oublié aussi comment il s'appelle. Elle s'appelle Dani et lui s'appelle Marcus. Voilà. Ouh là là, les prochaines fois, je mettrai des prénoms sur les post-it. Comme ça évitera que je cherche en vidéo. De quoi ça parle?
Alors, Dany est une fille tout à fait normale qui vit dans notre univers, qui est projetée dans un autre monde. Dans cet autre monde, régulièrement, des personnes d'autres univers sont happés, ils apparaissent là. Et ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais comme ils ne sont pas originaires de ce monde-là, ils sont un peu traités en esclaves. Marcus, qui va drouiller pour essayer de renvoyer une personne dans son monde, tombe par hasard sur Dany, qui vient d'atterrir ici. Dany qui au début se souvient pas très bien de ce qu'elle faisait, de pourquoi elle est là, et qui croit qu'elle est dans un rêve. Et 3-4 premiers chapitres peut-être. Donc ça a fait des petits quiproquos un peu amusants. Et le but, ça va être de retrouver le livre de Dany pour la renvoyer dans son univers. Mais pour ce faire, Marcus et elle vont faire semblant d'être d'abord amis puis fiancés pour la protéger, pour éviter qu'elle soit elle aussi réduite en esclavage par des gens qui justement surveillent les arrivées des habitants d'autres mondes. Ce que j'en ai pensé, c'était bien, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que le résumé me faisait penser totalement à autre chose et je ne m'attendais absolument pas à ce qui est de la fantaisie. Je pensais vraiment, mais vraiment, en lisant uniquement le résumé, que c'était une romance avec possiblement une maladie qui faisait qu'à la fin la personne devenait amnésique. Ce n'est pas du tout ça. Enfin, mais c'est pas vraiment ça. C'est de la fantaisie. Enfin, il y a de la magie, il y a un univers, il y a une cour, il y a une méchante reine, une gentille reine, patati patata. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas mauvais pour autant. Mais du coup, je ne suis pas rentrée dans le roman avec les bonnes attentes. C'est-à-dire que je m'attendais à une romance contemporaine, de la new romance, et j'ai eu de la fantaisie à la place. Comme j'aime bien alterner fantasy new romance pour varier les styles, ça m'a fait un peu bizarre au début. Mais j'ai bien aimé quand même. Les personnages sont assez attachants. Au début, Dany, comme elle est perdue et tout, il y a des fois où elle a des comportements. Disons qu'il y a des quiproquos amusants, comme je viens de le dire. Mais des fois, il y a des quiproquos qui sont un peu lassants. Mais elle est désorientée, elle vient d'arriver dans un univers qu'elle ne connaît absolument pas. Elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Elle ne connaît pas les gens autour d'elle. La seule personne qui pourrait l'aider n'est pas là. Oui, parce que sa meilleure amie a atterri aussi ici. Et au début, il cherche à la retrouver. Enfin, quand elle se souvient qu'elle a atterri ici, elle aussi. Et toute l'histoire tourne aussi autour d'un enjeu. C'est des débuts, on le sait. Une fois qu'elle sera retournée dans son univers, elle oubliera complètement ce qui s'est passé dans celui-ci. C'est-à-dire pour rejoindre son monde, elle doit abandonner les souvenirs de celui dans lequel elle vient d'atterrir. Et donc il y a plein de pages, d'interpages à plusieurs endroits qui sont écrits comme un journal, des fois par Marcus, des fois par Dany. Et dès le début, il y a écrit, j'écris ces pages, mais je sais que je vais t'oublier. Donc on s'attend à la fin. Après, il y a quand même un petit happy end pour mes lecteurs qui n'aiment pas les fins tristes. Mais c'est attendu. C'est présent, mais c'est attendu. Tout le truc, intrigue de cours et tout, j'ai beaucoup aimé. Ça a rajouté un peu d'enjeu à un moment donné où l'enjeu, où ça se calmait parce que la romance avait avancé, elle était plutôt stable, tout le reste avait avancé. Et intrigue autour de la meilleure amie, on s'en doute. On s'en doute. Donc, ce que j'en ai pensé pour résumer, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé quand même. Donc, je vous recommande si vous aimez les fantaisies un peu comme ça, où il y a des intrigues de cours, il y a des enjeux de changement de monde, et où il y a cette idée de perte de mémoire à la fin, même si ça va pas totalement au bout. Parce que la happy end, ça n'était pas attendu. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'à la fin, je sois en PLS, quoi. Ensuite,
Alors, l'un des gros coups de cœur du mois. Hop. Les petits guides du Seigneur des Ténèbres. Voilà. Un très bel objet livre. Alors, on voit pas très bien, mais ici, en fait, ça fait un effet livre usé avec beaucoup de runes. Écrit par Tiffany Hunt aux éditions Corrigan. C'était génial. J'ai adoré. De A à Z. C'était... Alors, de quoi ça parle? On suit Casimir Blackrose, qui est un méchant, qui est le seigneur des ténèbres, très 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 méchant, et qui, pour réaliser son plan, a besoin d'une descendante du premier héros. Et cette descendante du premier héros, Arabella, il va la kidnapper pour l'épouser. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Arabella, enfin si, il le sait un peu, mais elle est beaucoup plus tête brûlée que ce qu'il s'attendait. Lui, tout ce qu'il sait, et s'il accepte de l'épouser, c'est qu'elle a brûlé la cravate d'un de ses prétendants. Et en fait, dès le début, tu comprends qu'elle est enfermée par son père, qu'il l'empêche de faire plein de choses, il la voit uniquement comme un objet pour avoir plus de pouvoir. Et elle ne veut pas être un objet, elle veut vivre. Donc elle dit, ok Casimir, je t'épouse, mais tu m'aides. Donc il conclut un accord. Évidemment, ils vont se rapprocher. Évidemment, ça nous plaît beaucoup. Et je sais pas, parce que j'en ai pensé, c'est que j'ai aimé, j'ai tout aimé. Casimir, son but, en fait, c'est d'activer un artefact qui s'appelle le legs du tyran, qui permet de manier les lignes telluriques. Alors, pour ceux qui lisent beaucoup de fantaisie, les lignes telluriques, ça revient quelquefois. Grosso modo, l'idée, c'est que ce sont des canaux de magie qui parcourent la Terre et qui permettent d'alimenter en énergie différents secteurs. Et manier, du coup, ça revient à avoir énormément de pouvoir. Et pour ce faire, donc, il faut le sang d'un descendant du premier héros, mais remplir aussi d'autres conditions. Conditions qui vont remplir petit à petit, que l'enjeu, c'est d'activer ce leg tout au long du roman. C'est aussi, mais ça c'est un peu plus en aparté, il y a le royaume des gentils et le royaume des méchants. Dans les méchants, il y a le Seigneur des Ténèbres, même si, soyons honnêtes, bah, c'est pas vraiment lui le méchant. Et t'as ce royaume des soi-disant gentils qui est d'un côté, qui reste tout du long comme enjeu de fond, qui à la fin se réveille enfin, beaucoup plus. C'est-à-dire que il y a de l'impact, mais que à la fin. C'était génial. Il y avait de la romance bien écrite, de la fantaisie bien écrite, des personnages principaux et secondaires bien écrits, de l'humour bien écrit. C'est carton plein. Quand j'ai acheté en librairie, on m'avait dit grosso modo que c'était I used to fall for the VNS, je crois. Je me rappelle plus du nom, il est très très long. Mais avec du smut. C'est bien mieux. J'ai beaucoup aimé, hein, mais celui-ci est encore mieux. Parce que les personnages sont beaucoup plus impactants, il y a beaucoup plus d'alchimie entre eux. Effectivement, il y a du smut. Mais bien écrit, bien placé, qui arrive au bon moment. Allez le lire. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Juste allez le lire. C'est génial. C'est génial. Allez le lire. Voilà. C'est les petits guides du Seigneur des Ténèbres, L'art de la séduction et autres crimes de guerre, si on veut le titre complet qui est assez long. Et il y a en petit bonus quelque chose que j'ai adoré, le titre des chapitres. À chaque fois, on a le titre et en dessous, on a une petite phrase. Par exemple, celui-ci, c'est sauver des gens, voler leur loyauté, et entre parenthèses, et autres actes d'héroïsme accidentel. Et c'est des tout petits traits d'humour à chaque début de chapitre. C'est comme un petit bonbon. Tu aimes la lecture. C'est déjà génial. Mais on te donne une friandise en plus. Que dire de plus? Allez le lire, c'est génial, c'est génial. Ensuite, Donjons et Drama de Christy Boyce aux éditions Nexa. Alors ici aussi, on a un très beau jaspage. Je ne sais pas si vous voyez,
Mais il y a plein de petits éléments de Donjons et Dragons, comme des potions, des dés, des chapeaux de sorcière. C'est un très bel objet livre, notamment la couverture que j'aime beaucoup parce que en fond, vous avez des boîtes de jeux de société avec plein de petites références. Alors, de quoi ça parle? On suit Riley, qui a fait une bêtise. Elle a emprunté la voiture de sa mère pour aller voir une pièce de théâtre, mais elle n'a pas le permis. Donc elle est punie. Comme punition, elle doit aller bosser dans un magasin de son père, qui est un magasin de jeux de société et notamment de jeux de rôle. Dans ce magasin travaille aussi un jeune homme qui s'appelle Nathan. Un jour, dans ce magasin se pointe l'ex de Riley et il vient un peu à narguer avec sa nouvelle copine, quoi. Et donc, en réponse, elle lui dit bah ok, mais moi en fait, je sors avec Nathan. Sachant qu'elle ne s'entend pas du tout avec Nathan à ce moment-là. Et Nathan, il est attiré par une fille avec qui il fait du jeu de rôle qui s'appelle Sophia, qui est une peste, bordel, mais une peste. Et en gros, Sophia ignore. Enfin, on voit d'abord une fois une des parties de jeu de rôle avec certains des personnages qui se retrouvent donc autour de la table et Sophia, qui vient occasionnellement, se retrouve par hasard à rencontrer Riley pour la première fois, qui parle de Nathan comme si de rien n'était, et Sophia est jalouse parce que Sophia aime que les gens s'intéressent à elle. Elle ne leur rend pas cet intérêt, mais elle veut qu'ils s'intéressent à elle. Et donc, voyant qu'il se passe quelque chose, elle est un peu jalouse et elle s'approche de Nathan. Du coup, au moment où Riley raconte ce gros bobard en disant qu'elle sort avec Nathan, bah, ils concluent tous les deux un accord, c'est-à-dire que Nathan aide Riley à faire en sorte que Paul, bah, il dégage, et Riley aide Nathan à faire en sorte que Sophia s'intéresse à lui. Après, à côté de ça, il y a des enjeux de fond, par exemple la pièce de théâtre que Riley veut mener, il y a la campagne de jeu de rôle, il y a les meilleurs amis qui se tournent autour. On sait comment ça se finit, bah, c'est une romance, c'est du fake dating, quoi. Donc on sait que Nathan et Riley, ils finissent ensemble. Mais qu'est-ce que moi j'en ai pensé? J'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé à partir de là. C'est-à-dire que les premiers chapitres m'ont agacé. Qu'est-ce qui m'a agacé? Nathan. Autant Riley, tu vois, elle est bien, c'est un personnage, c'est une romance qui sait, donc ils ont la mentalité du lycée. C'est pas des adultes accomplis, c'est pas une romance de fac, ce sont des lycéens. Et Riley, vraiment, qui s'affirme, qui porte des couleurs parce qu'elle aime ça, qui chante parce qu'elle aime ça, qui fait du théâtre parce qu'elle aime ça. Elle montre ce qu'elle aime. Elle se cache pas. Et il faut beaucoup de volonté pour le faire. Et à côté, tu as Nathan, qui passe quand même les premiers chapitres à lui dire oui, mais de toute façon, tu peux pas nous comprendre parce que toi, t'es extravagante, t'es pas introverti comme nous. Toi, oui, ce que tu fais, c'est bizarre. Mais pourquoi tu fais ça? Elle ne s'est pas moquée de toi, à aucun moment. Elle n'a pas critiqué ta passion. Elle n'aime pas spécialement le jeu de rôle parce qu'elle le connaît pas. Mais elle le dit, elle dit, bah moi j'y ai jamais joué, je sais pas ce que c'est, donc bah actuellement j'aime pas spécialement, mais j'aime pas parce que je connais pas. Si je connaissais, peut-être que j'aimerais mieux. Et elle le dit, elle s'en moque pas. Et elle s'engage pas non plus. Et, et les premiers chapitres, Nathan, t'as envie de le secouer, quoi. Surtout qu'au début, s'il s'aime pas trop, c'est pour une raison complètement con. C'est-à-dire que la première fois qu'elle arrive au magasin de son père, ça c'est le deuxième chapitre, donc c'est pas vraiment un spoil. Son père lui dit bah, va m'attendre derrière le comptoir, je fais un truc en attendant. Et pendant qu'elle attend derrière le comptoir, il y a un mec qu'elle ne connaît pas qui vient derrière le comptoir, qui prend un truc dans sa poche, qui prend un truc derrière le comptoir, qui le met dans sa poche et qui s'en va. Qui va dans l'arrière-salle, à un endroit que pour le moment elle ne connaît pas. Bah, qu'est-ce que tu te dis? Il y a un mec que tu connais pas qui vient, qui prend un truc et qui paye pas. Bah, elle se dit, mais il est en train d'essayer de voler. Donc sympa quand même. Elle va le voir et elle lui dit, écoute, bah, j'ai vu ce que t'as fait, si tu reposes l'objet, je le dis pas à mon père. Ce qui est sympa, sachant qu'elle croit que c'est un voleur. Et lui, il monte sur ses grands cheveux, non, pas ses grands cheveux, sur ses grands chevaux, il dit, oui, tu me connais pas, tu m'accuses de voler, de toute façon, c'est toujours comme ça avec les gens comme toi. Bon, après, on va dire,
après le premier quart, il se révèle être beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il est attentif, qu'il essaye de faire des trucs. Certes, il s'intéresse quand même à Sophia. Oh, je lui aurais mis des claques. Mais vraiment, c'est pas comme les héroïnes où des fois je dis, ah oui, je lui aurais mis des claques un peu pour y arriver. Non, là c'est vraiment, elle m'énerve. En fait, elle se sert de Nathan pour avoir de l'intérêt, pour avoir quelqu'un qui la regarde, qui lui fait des compliments, qui lui achète des choses. À aucun moment elle paraît intéressante. Même lors des rares parties de jeux de rôle où elle est présente, elle fait toujours n'importe quoi. Elle met en danger le groupe. Moi qui joue au jeu de rôle, je jouerais avec quelqu'un comme ça à ma table. Enfin, même les gens avec qui je joue au jeu de rôle, hein, ils supporteraient pas. Elle se serait fait gerter. Bah, tu peux avoir des raisons de faire telle ou telle action, mais elle met constamment en danger le groupe. Elle vient pas à toutes les sessions parce qu'elle a la flemme. C'est même pas parce qu'elle a une raison. Elle le dit, elle a la flemme de venir à toutes les sessions. Bah à ce moment-là, tu t'engages pas, quoi. Mais bon, bref. Nathan, après, devient un peu mieux. Et à partir du moment où il arrête d'avoir ce côté oui, mais de toute façon, moi je suis un introverti, donc on peut pas me comprendre. À partir du moment où il laisse tomber ça, il est beaucoup plus intéressant. Et l'évolution de la relation entre les deux est vraiment cool. Et le personnage de Riley, j'ai beaucoup aimé voir un personnage qui s'affirme autant dans ce qu'elle fait, voir avec quelle conviction elle essaye de maintenir le spectacle parce qu'elle y tient, voir aussi ses sentiments évoluer. Euh, Évidemment, il y a le petit moment de... Avant la réconciliation, on va dire, avant que tout finisse bien, il y a toujours ce petit moment où il se passe un truc et même à ce moment-là, bah, elle réagit bien, quoi. Donc ça fait plaisir. Après, si vous êtes capable de supporter, il n'est pas très grand en plus, hein. Si vous êtes capable de supporter le premier quart où Nathan est chiant, ça vaut vraiment un coup. Donc, bah, j'ai bien aimé. Pareil, pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Donc je vous recommande, si vous voulez une petite romance, lycéen, pas trop prise de tête, Donjons et Drama, c'est vraiment cool. Et enfin, le deuxième coup de cœur du mois, The Dance of Rise de Britney Arena aux éditions Brajlon. Regardez-moi ce jaspage magnifique, en plus de tous les côtés. Alors, comme objet livre, il est magnifique. Là n'est pas la question. Il est beau. Comme livre. Oh. Bon, allons dans l'ordre. De quoi ça parle? On suit Vassalie, qui était danseuse à la cour du roi, qui a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis et qui a été enfermée pendant 2 ans. Oui, c'est ça. Pendant 2 ans dans un cachot où elle n'a pas vu le jour, où la deuxième année elle a été complètement immobilisée, donc elle ne pouvait plus bouger, où elle a subi de la malnutrition, des sévices, une vraie prison, quoi. Et quand elle sort, c'est parce que le roi lui propose un accord. Elle va être envoyée l'Assemblée des couronnes, qui grosso modo est une réunion entre tous les souverains de tous les royaumes du coin. Et le but, c'est qu'elle espionne les gens et qu'elle lui fasse part de ce qu'elle a vu. Et en échange, à la fin de l'Assemblée, il lui rendra sa liberté. J'ai adoré, j'ai tout adoré. Bon, si, évidemment, il y a Love Interest qui s'appelle Anton, qui est le roi du Méridan occidental, il me semble. Oui, parce qu'il y a le Méridan occidental, oriental, bon bref, milieu, est-ouest. De base, c'était qu'un seul royaume, mais le roi est mort et le royaume a été séparé en trois pour les trois fils. Et le méchant, Yan, il veut récupérer les autres parties. Enfin, il veut le pouvoir, hein, grosso modo, tout le pouvoir. Donc, il envoie notamment espionner son frère. Et évidemment, ça va pas se passer comme ça. Elle va bien s'entendre avec le frère. Mais elle veut sa liberté. Elle a été privée de liberté. Elle sait ce que ça fait. Elle veut sa liberté. Donc, elle va quand même essayer d'obéir pour obtenir pour le fait de ne pas retourner en prison, quoi. Elle veut pouvoir partir après
ne plus jamais revoir Ilion. Elle veut être libre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. C'est un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Pour une fois, on a une héroïne qui sort d'une situation difficile et qui s'en remet pas en 2 jours. Elle a souffert, beaucoup. Elle a subi des sévices, beaucoup. Et son corps en porte les marques. Elle est malade, elle a un handicap. Elle a un trouble orthostatique postural que personnellement je connais. Et le voir représenté dans un roman, c'est... Enfin, déjà, on va dire, dans la culture, j'en avais jamais entendu parler autrement que quand on m'a annoncé que je l'avais. Mais le voir dans un roman, et voir, elle a plein d'autres troubles. D'ailleurs, l'autrice au début fait une petite partie pour expliquer que elle-même a un handicap, que ça lui tenait à cœur de représenter ça, que son héroïne a été blessée et que cet ouvrage, ça raconte aussi la manière dont elle se relève, dont elle fait des efforts pour essayer de s'en sortir malgré ça. Notamment, on lui demande de redanser. Enfin, on l'a fait sortir de prison et on dit ok, dans 2 mois, tu dois redanser comme avant les 2 ans que tu as passé en prison. Et elle sait qu'elle ne pourra pas le faire. Donc elle trouve d'autres solutions, elle trouve des subterfuges, des, des accessoires, par exemple une poussière qui permet d'illuminer, qui donne un effet un peu magique pour ajouter à ses spectacles ce qu'elle a perdu en dextérité. Et elle a souffert physiquement, certes, mais psychologiquement aussi. Elle a du mal à faire confiance aux gens au début, et quelques personnes avec qui elle se lie, elle sait qu'elle devra peut-être les trahir pour sa mission, et sa mission lui tient à cœur. C'est pas au bout de 3 chapitres, elle se dit ah oui, mais finalement j'aime bien telle ou telle personne, donc c'est pas grave si je suis pas libre, je vais suivre mon cœur. Non, elle sait, elle connaît les enjeux politiques, elle a conscience de ce qui l'attend. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un revirement important, elle suit les ordres. Parce que les ordres vont lui permettre de survivre. L'univers en lui-même est magnifique. L'assemblée se passe dans un royaume dans un palais qui est tout en verre. Les descriptions sont incroyables. Il y a des vitraux, notamment on voit des vitraux comme ça, qui sont décrits avec une telle précision que tu as l'impression qu'ils sont en face de toi. La relation qu'elle noue avec le Love Interest est très intéressante, elle évolue bien. Par contre, la fin, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et la fin m'a fait mal. Il y a quelques petits mystères qui sont distillés. Il y en a certains qu'on devine assez vite. Il y en a d'autres auxquels on ne s'attend pas forcément, qui se rejoignent tous à la fin. Et cette fin, je veux la suite. Je ne veux pas souffrir pendant toute une année à attendre la suite. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un univers magnifique, des enjeux qui sont bien ficelés, qui sont bien écrits, des personnages intéressants, qui sont vrais, qui sont vivants, qui sont tellement bien faits, décrits, que tu as l'impression que tu pourrais les voir. L'héroïne, quel coup de cœur, quoi. Et tout, c'est un tout. C'est un tout qui fait que c'est un livre magnifique. Si vous avez l'occasion de lire A Dance of Lies, foncez, n'hésitez pas. Pour moi, c'est vraiment un sans faute. Il est incroyable. Voilà. Avec ça, on a fini nos romans. Maintenant, on passe aux mangas, qui sont beaucoup plus longs. Commençons par le plus, on va dire, simple. J'ai fini la série à l'image de Mona Lisa. C'est-à-dire, t'as tous les tomes, voilà. J'avais déjà eu le 1 et le 2, j'avais eu un vrai coup de cœur sur la série, mais je trouvais pas la suite, et là je l'ai trouvé sur Vinted, donc vraiment à un prix très abordable, donc j'ai dit ok, je le prends parce que je veux connaître la fin. Qu'est-ce que c'est beau, c'est une histoire, on est dans un univers en fait où toute personne n'est asexuée.
et vers la période de l'adolescence, grosso modo, tu peux décider si tu veux être un homme ou une femme. Et on suit Inacé, lui, enfin non. Est-ce que j'ai une meilleure image? Oui, Inacé, voilà. Qui est au lycée, donc qui a 18, 19 ans, je sais plus exactement. Vers la fin de l'histoire, il me semble qu'il a 19 ans. Qui est toujours asexué. Et en fait, ses deux meilleurs amis, donc un garçon et une fille, lui font tous les deux une déclaration. Et quand ils apprennent que l'autre a fait une déclaration, ils disent bah, je vais te changer en fille ou je vais te changer en mec. Il y a plein d'évolutions dans cette histoire. C'est un questionnement constant sur le genre, sur l'acceptation de soi, sur l'évolution, sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Les deux meilleurs amis qui se questionnent aussi sur bah, en fait, bah, je l'aime, j'aime Inacé, mais est-ce que je l'aimerais aussi s'il était du même sexe que moi? Et en fait, t'as des personnages secondaires, notamment un qu'on voit que quelques tomes plus tard, pas dans les deux premiers tomes, donc je vais pas trop vous spoil, mais qui lui-même a vécu un truc difficile, c'est-à-dire qu'il était amoureux d'une personne sans le savoir. Il croyait que c'était de l'amitié, et pour rester ami, il a fait un choix qui empêche cet amour, qui est présent, et lorsque les meilleurs amis viennent des fois lui parler, ou même Inassi lui-même, il, il y a toujours des phrases très profondes parce que il sait ce que ça fait, notamment quand le meilleur ami garçon vient le voir, lui dit bah tu te demandes si tu aimerais toujours s'il était un garçon, mais est-ce que tu aimerais toujours s'il était une fille? Et donc c'est une remise en question constante sur fond de, il y a un peu de précipitation parce qu'en fait tous les sujets asexués ayant dépassé un certain âge sont morts. Et ça, on le voit dès les premiers tomes, hein, c'est dit dès la fin. Et donc, nous, on le sait. Certains personnages le savent, mais Inacé ne l'apprend que bien plus tard. L'entièreté de l'œuvre est magnifique. Déjà, les dessins sont sublimes. Parce qu'il y a notamment hop, ça, des petites touches de bleu qui sont rajoutées. Les yeux, notamment de Inacé, sont souvent bleus. Ça, on comprend à la fin, c'est expliqué, parce que Inacé fait une comparaison avec des flacons, c'est-à-dire que nous sommes tous des flacons, nous avons de la couleur en nous. Et des fois, elle tire plus sur le bleu, sur le mauve, sur le turquoise. Mais ça ne veut pas dire que notre couleur est unie. Et c'est une belle histoire, une magnifique histoire. Que techniquement, on peut finir au tome 8. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 8, tu n'as pas la réponse. Tu sais qu'il a choisi un sexe, mais tu ne sais pas lequel. Et si tu veux t'arrêter là, tu peux t'arrêter là. Et notamment, ça se finit exactement sur un très beau passage que je vais vous lire parce que je le trouve magnifique. À toi qui as l'image de Mona Lisa, même si ton apparence change, tu resteras toi-même. Alors n'aie pas peur. Tu arboreras fièrement la couleur qui brille dans ton cœur. Et c'est beau. En fait, c'est à l'image de Mona Lisa. Bon, normalement, c'est assez connu, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours des questions aujourd'hui pour savoir si Mona Lisa est un homme ou une femme. Enfin, a été inspirée d'un homme ou d'une femme. Et ça, dans le premier tome, c'est expliqué, et c'est pour ça que tout du long, il y a souvent des références à Mona Lisa, qui est une figure mystérieuse, notamment avec son sourire. Et c'est beau. Et si vous voulez une réponse, malgré le fait que la fin du tome 8 soit bien, l'auteur voulait aussi une réponse. C'est pour ça qu'il a fait 2 tomes supplémentaires, un tome X et un tome Y. Un tome où Inacé devient une fille et un tome où Inacé devient un garçon. Et ce n'est pas parce qu'il y a un garçon qui va avec sa meilleure amie fille et parce qu'il y a une fille qui va avec son meilleur ami garçon. On a les deux points de vue et ça c'est cool. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Vous voyez que Inacé soit une fille, il est une fille. Mais vous voyez que Inacé en fille soit avec sa meilleure amie, il peut l'être. Ou avec son meilleur ami, il peut l'être. Et un garçon, pareil. Donc en fait, c'est génial. C'est beau. C'est juste une histoire magnifique que j'ai aimée de A à Z sans faute note. C'était beau. Voilà.
Donc on passe à la suite. Alors je les ai posés loin parce que sinon je n'avais pas de place. Ça, c'est les premiers tomes de série. Donc une nouvelle série que j'ai commencé. She Wasn't a Guy. Coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment... Bon, il y a plusieurs tomes, je vais m'acheter la suite. Déjà, pareil, on retrouve ce côté couleur et noir et blanc que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute une esthétique particulière. Bon, grosso modo, l'histoire a un peu tourné. Surtout, je crois qu'il y a un animé qui va être adapté, ou qui est adapté en ce moment, je sais plus. Aya. Voilà. Aya. Alors, Aya, c'est elle. Mitsuki, c'est elle. Aya tombe amoureux d'un disquaire chez qui elle va régulièrement. Et enfin, elle a un crush, quoi. Et elle en parle à ses copines, notamment en classe, sans savoir que sa voisine de table, c'est elle. C'est Mitsuki. Et en fait, ce n'est pas du tout un garçon, c'est une fille. Mais comme elle est, comme vous pouvez voir, très grimée, très protégée, le doute s'est installé et Aya n'en a aucune idée. Le quiproquo s'efface très vite, c'est-à-dire que dès la fin, il est résolu. Après, l'histoire d'amour va évoluer, il va y avoir d'autres choses, j'imagine, notamment les personnages secondaires. La romance entre les deux est très sympa. C'est vraiment un petit truc, c'est pas tellement prise de tête, c'est plutôt cool, c'est deux personnes qui se regroupent autour de leur passion. Je pense qu'il va y avoir à nouveau cette question sur le genre, sur est-ce qu'on peut quand même aimer malgré le fait que la personne soit du même genre que nous, donc sur l'homosexualité, sur l'hétérosexualité aussi, parce qu'il y a d'autres personnages dedans. Et un des personnages secondaires notamment, qui fait une déclaration d'amour à elle, qui est un mec, hein, me fait mourir de rire. Il s'est pris un râteau, mais il la trouve tellement classe qu'il veut l'aider à finir en couple avec. Ah, il m'éclate. Donc voilà, She Wasn't a Guy, c'était vraiment top. C'est aux éditions Mangetsu, si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai pas dit. Mona Lisa, c'est aux éditions Akata. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Love Bullet tome 1, donc aux éditions Vega. La couverture est très jolie. J'ai moins aimé. Pourquoi? Notamment le style de dessin, comme vous pouvez voir, qui est très minimaliste. Moi, j'accorde beaucoup d'attention au graphisme, qui me permettent vraiment de rentrer dans l'œuvre. Après, tout le début, j'ai eu du mal à m'immerger. Vers la deuxième moitié, j'ai préféré. Parce qu'au début, en fait, on suit plusieurs anges, ce sont des cupidons, qui tournent autour de 3 personnes, des vivants, pour savoir, en fait, avec qui c'est un triangle amoureux et qui finira avec qui. Et toute cette partie-là de combat, de oui, moi je veux qu'elle finisse avec elle, moi je veux... Voilà. Après, la deuxième partie où on apprend comment elle, Koharu, oui c'est ça, Koharu, est devenue un Cupidon est beaucoup plus intéressante, mais pas assez pour que ça rattrape le début, donc je pense que je ne lirai pas la suite. Malgré le fait, je sais que ça a plu à beaucoup de gens, notamment une librairie où j'ai souvent qui a mis un coup de cœur. Je peux comprendre que ça plaise. Moi, le dessin m'a vraiment bloqué et toute la première partie aussi. Donc, j'ai pas eu assez d'entrain pour voir la suite. Donc voilà, pour Love Bullet aux éditions Vega. Je vous donne pas les auteurs des mangas parce que déjà que j'ai du mal avec les prénoms, les noms japonais, voilà. The Cutest is Amamiya aux éditions Mao. Hop. J'ai bien aimé, honnêtement. C'est une petite romance tout en douceur, très sympa. On suit Ikari. C'est pas son nom. Enfin, si, c'est son prénom, mais en gros. Qui est elle, mais aussi lui. C'est-à-dire qu'en fait, lui se grime ou autre. Il met du maquillage, des perruques et autres pour devenir elle, qui est modèle photo, qui est considérée comme la plus belle modèle photo actuellement dans le monde. Et il est tellement habitué à se trouver belle qu'il a du mal à trouver d'autres filles mignonnes. Mais il rencontre elle et il la trouve adorable. Et il y a une petite romance qui se fait entre les deux. Elle découvre son secret, donc en fait, c'est lui, modèle photo. La petite romance se développe. Les dessins sont très kawaii, très mignons. C'est tout en douceur.
Vraiment. Je lirai la suite avec plaisir. J'ai hâte que ça sorte. Il n'y a pas de prise de tête. Vraiment un premier tome adorable. On sait que par la suite, il y aura des enjeux supplémentaires, notamment elle qui va peut-être devenir modèle photo aussi, qui se faisait un peu embêter par les filles de sa classe, donc il faudra voir ça aussi, mais bon, ça ce sera dans la suite. Ensuite, Mafia Dating Sim, aux éditions, j'ai oublié, alors attendez, je vérifie les éditions, pour ne pas vous dire n'importe quoi. C'est pas écrit. Ah si, aux éditions Nabal. Alors, c'est sympa. C'est par la scénariste de Seven Time Loops, que moi j'aime beaucoup. Donc je m'attendais à quelque chose de bien. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est une romance. Il y a un mec qui fait partie de la mafia. Elle se souvient d'une ancienne vie où ça s'est pas très bien passé. Donc elle veut éviter. Finalement, elle n'arrive pas à éviter. Va y avoir après un enjeu dans une école. Bon, grosso modo, c'est un scénario classique d'Otome Game. C'est très sympa, mais on s'y attend. Après, je dirais la suite, hein, parce que je m'y attends, mais j'aime ça quand même. Mais les dessins, par contre, sont très beaux aussi. Mais en même temps, l'autrice de ça se voit à la couverture, et l'autrice de Seven Time Loops, elle dessine très bien. Enfin, elle a une personne qui adapte son roman, qui dessine très bien. Et donc, je ne suis pas sûre, je crois que c'est la même personne qui s'appelle Sora Goto, qui a dessiné pour ici aussi. Donc, les graphismes sont magnifiques. Et pour finir avec les nouveautés, les Promeneuses de l'Apocalypse, tome 1. Alors ça, c'est une découverte par hasard. En fait, le monde a sombré, il n'y a plus personne sur la Terre, et on suit juste ces deux-là, qui ont pour unique but de voyager dans le Japon. C'est tout. C'est une tranche de vie, tout en douceur, très mignonne. On se doute qu'il y a des petits enjeux qui sont cachés, qui sont disséminés. Notamment, des fois, tu as des références à une sœur, mais on n'en parle pas trop non plus de la sœur, parce que c'est secret. On ne sait pas pourquoi il y a eu la fin du monde. Il y a des moments où on voit un personnage secondaire, c'est-à-dire un humain qui s'est réincarné dans un robot, enfin réincarné. On a mis son esprit dans un robot parce qu'il avait été blessé au combat, mais qui n'y suit pas. Les dessins sont très beaux aussi. On a des magnifiques scènes, notamment des représentations des paysages du Japon version apocalyptique. En fait, c'est pour se poser. C'est pour un moment calme, pour juste... T'as envie de lire un petit manga, tu lis ça. Si t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie d'un truc cool. Après, je dis ne pas se prendre la tête, mais comme c'est un peu apocalyptique, peut-être que dans la suite, il y aura plus de choses. Mais il est rangé au rayon tranche de vie. Et ça veut dire que dans la suite, ce sera quand même une tranche de vie, même si les enjeux s'ajoutent. Donc, ça restera une petite lecture sympa que je vais lire. C'est aux éditions Doki Doki, qui font en général des très bons mangas. Hein. Donc voilà, pour les Promeneuses de l'Apocalypse, c'est un petit manga très sympa, juste comme ça, pour se reposer en été. Après, on passe aux suites, qui sont beaucoup plus nombreuses. Sorcière d'un autre monde, aux éditions Delcourt, le tome 8. Alors, on s'était arrêté où le groupe de héros, notamment la sorcière, essayait de s'infiltrer dans un autre pays. Donc là, c'est la suite logique. Ils s'infiltrent. On a des révélations sur l'héroïne. Mais l'enjeu principal... Enfin si, à la fin, il y a des grosses révélations. Notamment sur les armes anti-dragon. Il y a vraiment tout un passage qui explique comment ça a été créé et comment ce nouveau royaume où ils essayent de s'infiltrer gère cette partie. Donc c'était la suite. De toute façon, c'est une petite série que j'aime bien, qui sort souvent en été. Chaque année, il me semble qu'il y a un tome qui sort en été. Bon, c'est bien. C'est toujours aussi bien. Après, le tome 30 de Moi, quand je me réincarne en slime, c'est toujours aussi génial, hein, écoutez. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est une de mes séries manga préférées.
Ici, on s'était arrêté sur le combat entre Yuki, il me semble, Yuki. Alors, il y avait Maria Bell qui s'est barrée quelque part, qui ne dure pas très longtemps, Maria Bell. Oui, c'est ça, Yuki. Oh, je me suis rappelé d'un prénom incroyable. Qui était en train de combattre Gimu, soi-disant en étant contrôlé par Maria Bell. Au final, finalement, il arrive à se libérer de ce contrôle sans qu'on sache pourquoi. Il va faire ses trucs à droite à gauche. On voit que finalement, il n'était pas contrôlé, mais on s'en doutait tous, hein, parce que ça fait vraiment un long moment que c'est teasé que ça va être l'un des méchants principaux. On le suit d'ailleurs sur une longue partie du manga. On voit Gimu aussi qui comprend que du coup, il n'est pas aussi gentil que ce qu'il pensait. Et donc, j'ai hâte de lire la suite, hein, que dire de plus. C'est moi quand je me réincarne en Skyrim. C'est toujours aussi bien, les dessins sont toujours aussi beaux, l'histoire est toujours... C'est toujours... Voilà, il n'y a pas de fausse note avec moi quand je me réincarne en Skyrim. Je sais que des gens n'aiment pas trop le côté isekai, mais honnêtement, après tome 2, on n'en parle plus de ce côté-là. On est juste dans un monde magnifique. Ensuite, le tome 2 de Fine Love, False Angel aux éditions Pika. J'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu dès sa sortie. Donc en fait, on les suit tous les deux qui sont des modèles dans leur lycée, mais en vrai qui cachent des caractères un peu plus mordants, on va dire. Et tous les deux découvrent le caractère de l'autre, le vrai caractère. Là, la romance évolue, ça fait plaisir. On la voit, elle, évoluer beaucoup de sa position de petite princesse, on va dire, parce qu'elle est considérée comme ça dans son lycée, à est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour, est-ce que lui, il m'aime en retour. Donc, on passe celui-là, on va dire que c'est la case habituelle des romances où l'héroïne se pose des questions. Et à la fin, elle ne se pose plus de questions, il me semble. Elle est cache-pistache. Moi, j'ai bien aimé. Je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, Shadows House, tome 20, aux éditions Glénat. Alors, pareil, une de mes séries préférées. Ça évolue, ça évolue, ça évolue. De plus en plus de révélations, de plus en plus de mystères levés sur le manoir. Les personnages, j'adore, 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 j'adore. Je veux la suite, je veux connaître la vérité. Et là ça commence, enfin vraiment à la fin, enfin, ça fait déjà depuis le tome 17, il me semble, qu'on a des grosses révélations. Et là, de plus en plus, notamment, là, cette fin où tu as un des plus gros mystères qui vient d'être entamé. C'est génial. Shadows House, ça vaut vraiment un coup pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un manoir où vivent des ombres. On les voit d'ailleurs, il me semble, à l'arrière. Voilà, des ombres, c'est ça. Et en fait, ils ont des poupées vivantes qui sont des humains qui leur ressemblent, qui doivent imiter leur expression. Mais en fait, au final, c'est pas vraiment des poupées. Et en fait, au final, il y a plein de mystères. Et on suit notamment Emiko et Kate, son ombre, qui n'est pas ici. Qui essaye de lever tous les mystères, qui essaye de faire avancer les choses. C'est génial, c'est vraiment incroyable. Foncez lire Shadows House. Ensuite, le tome 9 du Palais des Assassins aux éditions Kiun. J'adore ce mot. C'était bien, hein. C'était la suite, logique. Donc il y a le complot contre la famille Oko, donc sa famille à elle, qui est levée. On voit quasiment tous ses frères, il me semble. Donc ça, c'est cool, parce qu'on sait qu'elle a plein de frères, on les voit des fois un par un. Mais les voir tous ensemble, ça permet de vraiment clarifier la situation. La fin, comme cet enjeu avec les frères, c'est fini. Au milieu du tome, on passe à un autre enjeu, où elle est envoyée quelque part et punie parce qu'en fait, la reine a découvert qu'elle avait aidé à
empêcher le complot. Or, c'était la reine qui faisait ce complot. Donc, sous couvert d'envoyer aider le premier prince, en fait, elle l'envoie dans une sorte de prison. Mais, elle se débrouille très bien et elle arrive à se lier d'amitié avec certaines personnes de cette prison, à évoluer. Notamment, j'ai bouffé son nom, mais à la fin, il y a un des gars de cette prison qui est une sorte de bûcheron qui me fait trop de la peine et qui est tellement gentil. Et j'espère qu'il va dire non. Pour ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle. Donc voilà pour tome 9 du Palais des Assassins. J'ai hâte de voir la suite, de voir la réponse de ce gars, surtout que j'aime beaucoup. Ensuite, Agent of the Fourth Season, le tome 3, aux éditions Akata aussi. J'ai bien aimé. Après, ça commence à traîner en longueur. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tomes. 4 tomes, ce serait bien. Et 4 tomes pour les 4 saisons. Mais c'est pas possible. Parce qu'ils peuvent pas finir l'histoire en un tome. À la fin, on en apprend plus sur les enjeux des méchants. Sur leur volonté. Notamment, on découvre l'agent de l'automne qu'on n'avait pas encore vu. Tout au début, c'est la résolution du conflit d'avant, entre notamment les deux sœurs, avec les agents qui sont infiltrés, il faut sauver l'agent du printemps. Ça, c'est un peu répétition de ce qu'il y a déjà eu, mais à la fin, où on découvre l'agent de l'automne et où on voit les motivations des méchants, qui, je pense, seront beaucoup plus développées dans le tome 4. Ça vaut le coup. Après, je vais continuer, mais je trouve qu'il y a certains moments où ça traîne un peu en longueur. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'action et que les enjeux avancent plus rapidement. Ensuite, Chilling Life in a Different World, le tome 13 aux éditions Meian. Chilling Life in a Different World, c'est une tranche de vie sous fond d'action et de fantasy. Donc là, on suit la suite. Les enfants, ils sont nés. Les enfants grandissent beaucoup trop vite. Les enjeux avec le royaume humain et le royaume des démons avancent. La relation entre le roi des démons, enfin l'ancien roi des démons et les deux filles avance aussi. Tout avance lentement, ça suit son cours, c'est toujours aussi sympa. Pour moi, c'est vraiment une petite série doudou relaxation. C'est-à-dire, on se doute de ce qui va se passer, mais c'est mignon, donc c'est sympa à suivre toujours. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur celui-là. Ensuite, I Cannot Reach You, le tome 10, aux éditions Kana. J'ai beaucoup aimé, notamment son évolution dans la classe. La petite pestouille, en fait, n'est pas si pestouille. À la fin, elle redevient gentille. Lui, il montre vraiment son plein potentiel de Love Interest. C'est au couple, c'est lui. Et lui, dans celui-là, il évolue vraiment beaucoup. On voit à quel point il est gentil, même si on le savait déjà, à quel point il est attentif, même si on le savait déjà, à quel point il peut être organisé, ça on s'en doutait pas forcément. Et on voit lui tomber de plus en plus amoureux. C'est doudou, c'est une romance toute douce qui est juste mignonne, quoi. Ensuite, au tome 10 de Ton visage au clair de lune. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Voici, les éditions Pika. Déjà, merci de fournir cette œuvre magnifique. Ensuite, toi, bébé, tu me fais de la peine. Et Ichimura, donc garçon, couple, il est con. Ah, je m'attendais pas à ça. Avant, il évolue bien, et puis dans celui-là, il se casse la gueule. Oh, et la fin. Moi, j'aime les romances, j'aime ça. Mais le moment où il y a les quiproquos, il y a les malentendus, où le couple se sépare, où il y a des histoires, qu'est-ce que ça me fait mal à mon petit cœur. Et là, en plus, là, c'est tout le tome, donc tu as bien le temps de souffrir pendant un tome entier. Et quand enfin la situation du gars s'arrange, c'est des grands mots. En fait, le gars qui était derrière, qui s'était dit, en fait, leur couple est heureux, donc je vais pas intervenir, même si je l'aime elle. Il se dit, en fait, leur couple est plus du tout heureux, elle est triste. Donc je tente ma chance.
Je veux la suite, je veux qu'ils se remettent ensemble, je veux que lui il rampe à ses pieds parce qu'il a vraiment merdé pour le coup. Ensuite, la gardienne des concubines. Bon, c'est la suite. Si, toute la question d'enquête au sujet de... Ah si, les éditions Manabook. J'oublie des fois, mais bon. Il y a suspicion sur le fait qu'en fait, elle, qui est un gars en vrai, serait la sœur de l'empereur et qu'elle aurait été infiltrée au palais pour faire un coup d'état. Tout ça s'est soulevé, enfin c'est levé. Il n'y a plus de soucis. La relation entre les deux évolue un peu, mais pas tant que ça, parce que bah, lui, il fait beaucoup de cachotterie. Euh, à la fin, il y a des nouveaux enjeux qui sont soulevés, notamment un nouveau méchant qui apparaît, qui essaye de la foutre elle dans la merde parce qu'elle a un poste important et qu'elle prend de plus en plus de pouvoir. Bon voilà, je lirai la suite avec plaisir. La gardienne des concubines, c'est très sympa. C'est vendu en général comme les carnets d'apothicaire. C'est pas au même niveau, mais c'est vrai que c'est dans une veine très similaire. Donc voilà, les gardiennes des concubines, pas déçu, c'est la suite. Bloom, tome 10 aux éditions Nobi Nobi. Toujours aussi bien, j'adore Bloom. Je pense que c'est ma romance préférée. L'évolution de tous les personnages est tellement mignonne, c'est tout doux. Les dessins sont toujours aussi beaux. Regardez-moi cette beauté. C'est une romance tout en douceur. Là, on avance. On voit le passé de certains personnages. On voit notamment la relation entre le héros et sa mère évoluer. Et l'héroïne qui rencontre les parents du héros, donc Kaoruko. Bon, j'avais les noms de famille, hein, mais j'avais pas les prénoms. Mais il commence à se préparer par les prénoms. Kaoruko qui rencontre donc les parents de Rintaro. C'est Bloom, c'est magnifique, c'est une histoire d'amour tout en douceur, une évolution avec des personnages gentils, prévenants. C'est agréable à lire. Ça a été adapté en animé en plus, il me semble, pour ceux qui n'aiment pas trop les mangas, qui préfèrent les animés. Donc c'est vraiment une œuvre à regarder. C'est tout doux, ça fait du bien au cœur. Voilà. Et pour finir, Sudashi, tome 11 aux éditions Nobi Nobi. Donc je ne suis pas déçue, de toute façon je ne suis jamais déçue par Makoto Morishita, qui avait écrit I'm the Great Priest Imhotep, qui est une de mes séries préférées de manga, qui en plus est finie, qui donc a commencé cette série qui s'appelle Sudashi The Demon King Incident. Dans celui-ci, en fait, toute la première partie, c'est inspection. C'est-à-dire que Sudashi, donc qui tient un magasin, doit se faire inspecter pour avoir un certain nombre d'étoiles qui lui permettront d'aller à une sorte de convention où il y a tous les plus grands marchands. Donc toute la première partie, c'est cette inspection. Toute la deuxième partie, c'est cette convention. Je ne vous dis pas comment il arrive à y aller. Où on rencontre donc plusieurs autres personnages, notamment un autre demi-démon. Et ça, c'est intéressant. Ça va faire avancer la trigue. C'est toujours aussi beau. Déjà, c'est beau. Voilà. Et ensuite, ça avance progressivement. Tout se met en place. Il y a déjà plein d'enjeux qui se mettent en place. L'auteur qui en rajoute encore. Je ne sais pas comment il va réussir à tout traiter, mais je lui fais totalement confiance sur ça. Donc voilà, mes petits bricoleurs. C'était une très longue review. Mais bon, j'ai beaucoup lu ce mois-ci. Et puis en général, au niveau manga, si au niveau manga, j'ai lu aussi des livres à la médiathèque, mais je les ai rendus. Notamment Bakuman, toute la série que je me suis faite, qui était bien en termes de série. Pas un coup de cœur, bien. À lire une fois, je ne le relirai pas. Donc voilà. Mais pour les autres séries, j'essaierai les prochaines fois de garder les tomes pour vous les montrer en vidéo, au moins le temps de l'emprunt. Donc voilà, l'update est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire certains de ces livres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt mes petits bricoleurs.